VLC. C'est un des logiciels les plus installés au monde, plus de 6 milliards de téléchargements, des millions de personnes qui l'ouvrent tous les jours, sur tous les ordinateurs, et pourtant, il ressemble toujours à ça. Ce rectangle gris sans charme, ce cône de chantier qui n'a jamais changé. Et c'est là qu'on se demande comment c'est possible, comment un logiciel aussi moche, aussi basique, a pu devenir le standard absolu sans jamais de vraie concurrence. Dans un monde où la moindre application est financée à coups de millions, tester, optimiser, marketer. Comment VLC, un projet gratuit fait par une poignée de passionnés, a réussi à battre tous les géants de la tech. Pourquoi 25 ans plus tard, personne n'a réussi à le remplacer. Tout commence à la fin des années 90 dans une école d'ingénieurs française, Centrale Paris. À cette époque, Internet, on n'en est qu'au début, on parle encore de CD-ROM, de modem, de formats vidéo exotiques, propriétaires qu'aucun ordinateur ne lit correctement, ou alors pas sur toutes les machines. Et sur le campus, un petit groupe d'étudiants va se lancer un défi, diffuser la télévision du réseau interne de l'école directement sur les ordinateurs pour jouer aux jeux vidéo. 93-94, il y a des jeux vidéo qui arrivent. Le problème des jeux vidéo, notamment Doom, c'est que quand t'as un réseau trop lent, t'as de la latence, et donc tu te fais fraguer. Et donc pour pouvoir jouer correctement, les mecs ils se mettent à jouer à 4h ou à 5h du matin, et ils disent que c'est plus possible. Le projet démarre pour faire de la diffusion de vidéos dans le réseau, sur l'école Centrale Paris. Le projet, ils mettent 2 ans à le faire, ça marche pas vraiment. Et à la fin de ce projet, il y a des mecs qui disent, mais en fait, c'est une idée qui est vraiment utile, et il y a peut-être d'autres gens que ça intéresse. Leur projet s'appelle Videolan, pour Video Local Area Network. Et le logiciel qu'ils développent pour recevoir le signal s'appelle Videolan Client, qui deviendra VLC. C'est un simple outil développé par des étudiants bricolés entre deux cours sans réelle ambition commerciale. Mais ce projet il va vite prendre une ampleur inattendue parce que VLC il a quelque chose de bien pratique, c'est qu'il fonctionne, tout simplement. Peu importe le format, le codec, la qualité ou l'origine du fichier, il lit tout. Et à une époque où lire une vidéo sur un ordinateur était pas aussi simple qu'aujourd'hui, c'était presque magique. Et très vite, le petit logiciel de Centrale Paris va sortir du campus et en 2001, les étudiants vont décider de rendre le code open source. N'importe qui, n'importe où peut désormais le télécharger, le modifier et l'améliorer. Et cette ouverture, ça va devenir une des clés de son succès. Parce que ça permet à plein de développeurs brillants d'y travailler. Et au passage, un détail purement anecdotique devient l'un des logos les plus reconnaissables d'Internet. Le fameux cône de chantier orange et blanc. Quand je suis arrivé à Centrale, il y avait une collection de cônes de chantier. C'est-à-dire que l'étage en fait des gars qui faisaient VLC, ils vivaient tous au même endroit. Donc pour à peu près 25 personnes, il y avait 250 cônes. Personne de sain d'esprit utiliserait un cône pour un lecteur vidéo. Ça n'a aucun lien. Et en fait, c'est tellement bien, c'est que c'est hyper fort comme marque. Moi maintenant, quand je vais au Japon, aux États-Unis, que je dis le cône qui lit des vidéos. Alors là, tout le monde comprend. Quand les étudiants qui ont créé le projet ont quitté Centrale, le projet aurait pu disparaître avec eux, comme beaucoup de projets étudiants. Les anciens qui l'avaient créé quittaient peu à peu l'école et les nouveaux délaissaient le projet. Mais c'est là qu'entre en scène Jean-Baptiste Kempf. À l'époque jeune passionné d'informatique, il va s'intéresser de plus en plus au projet. Il rejoint la communauté de développement, puis va en prendre peu à peu la tête. Et surtout, il choisit une ligne de conduite pour les prochaines années, garder VLC libre. Pas de publicité, pas de version premium, pas de revente. VLC, ça appartient à une association à but non lucratif, Videolan, dont la mission n'est pas de gagner de l'argent, mais de rendre la lecture vidéo accessible à tous. Au fil des années, VLC, ça va devenir un phénomène mondial. Le logiciel se télécharge par millions, puis par milliards. Il s'installe sur Windows, sur macOS, sur Linux, puis sur Android et iOS. Et puis sur plein d'autres supports plus ou moins obscurs aussi. Dans les années 2010, des entreprises approchent Kempf. Des offres de rachat à plusieurs millions d'euros sont évoquées, certaines pour intégrer de la publicité, d'autres pour transformer VLC en une plateforme commerciale. Chaque fois, la réponse est la même, non. J'ai lu à plusieurs reprises que, à part ton rôle de président de l'association Videolan, c'est toi qui recevais des propositions de rachat de VLC. Délirant. On dit que tu aurais pu être millionnaire et que tu l'as refusé. Plusieurs fois. C'est quoi le fin mot de cette histoire et Non, mais c'est pourquoi vrai, avoir refusé? Parce que ce qu'ils voulaient faire, c'était de la merde. Donc, grosso modo, c'était toujours des trucs d'espionnage d'utilisateurs. Alors, pardon, ça s'appelle de la télémétrie. Enfin, grosso modo, c'était soit foutre de la pub dans VLC, soit traquer, soit espionner les utilisateurs. Enfin, c'était l'époque où tu as installé des milliards de toolbars. Et si on veut comprendre pourquoi VLC n'a pas de concurrent, il faut se pencher sur son modèle économique, qui n'en est pas vraiment un. VLC n'a pas de business model, pas d'investisseurs, pas de publicité, pas de plan de croissance. Comment VLC gagne de l'argent en fait? VLC ne gagne pas d'argent. Facile. Et dans un monde où on entend parler de croissance, de valorisation élevée, ça peut paraître intriguant. Et d'ailleurs,
C'est intriguant. Comment on crée le meilleur produit sans avoir d'argent? Est-ce que les levées de fonds ça sert à rien et en fait il faudrait juste 2-3 génies pour créer un logiciel qui marche? Bon alors déjà, VLC c'est une association, donc légalement ils peuvent pas faire de bénéfices. Et ensuite ils ont aucun moyen de faire rentrer de l'argent. Ils couvrent uniquement les frais qu'ils ont, comme les frais de serveur par exemple, avec les dons. L'association elle est relativement pauvre, on vit des dons à coût de 4 € sur le site web, puisque le don moyen c'est 4 € sur le site web. Et en plus de ça, JB il a aussi créé une société, Video Labs, qui elle a un but lucratif contrairement à l'association, qui permet de faire du consulting sur différents sujets multimédia et faire rentrer un peu d'argent dans l'association. Mais si ça fonctionne aussi bien, c'est avant tout parce que VLC c'est open source, donc tous les développeurs qui le souhaitent peuvent contribuer. Donc là en fait on a tout le code source de VLC. Si j'étais dev, je pourrais juste proposer de modifier, d'ajouter une partie du code. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pas pourquoi et comment ça fonctionne. C'est pourquoi c'est mieux que les concurrents et pourquoi c'est aussi moche. La première réponse, déjà, c'est qu'il existe des concurrents. Mais déjà, faut les trouver. J'ai dû chercher sur Reddit pour avoir des pistes à peu près concluantes. En fait, une des meilleures réponses qu'on trouve, c'est ou des choses qui sont relativement propriétaires, fermées ou qui lisent pas tout. Ou la réponse la plus votée, c'est garder VLC. Mais à chaque fois, finalement, personne fait vraiment mieux que VLC et ils sont souvent disponibles sur un seul système à la fois. Et ça, c'est une des forces de VLC. En étant présent sur tous les systèmes avec un branding si différent, tout le monde les connaît même sans gros budget marketing. Et le budget marketing, c'est aussi le point. En fait, le problème d'un player multimédia, c'est que c'est impossible de faire de l'argent. Ceux qui ont essayé ont tous misérablement échoué. Et surtout, si vous avez à choisir entre un lecteur un peu plus beau et peut-être un peu plus performant mais avec de la pub et un lecteur sans pub, le choix sera sûrement vite fait. Et donc une entreprise qui n'arrive pas à être rentable, elle sera contrainte à mourir finalement. Au début des années 2000, toutes les entreprises rêvaient de posséder le lecteur universel. Le marché semblait énorme et des dizaines d'entreprises vont se lancer dans cette bataille. Il y avait deux options, où les développeurs de systèmes d'exploitation proposaient eux-mêmes des solutions comme Windows Media Player ou QuickTime, ou des startups se montaient. Et un exemple qui illustre bien l'impasse de ce business, c'est Winamp. À la base, c'est juste un logiciel de lecture de musique créé par Justin Frankel en 1997, encore étudiant à l'époque. L'idée en fait elle est relativement basique, c'est faire un lecteur MP3 digital, personnalisable, et petit à petit il devient culte. Et en 1999, AOL va le racheter pour 80 millions de dollars. Deal qui paraît logique. AOL, déjà géante à l'époque, veut s'assurer une place encore plus dominante sur le secteur de l'informatique. Mais le problème c'est que AOL il veut en faire un produit rentable. Ils intègrent des pubs et développent une vraie stratégie commerciale autour et ouvrent le produit à d'autres formats multimédia. Sauf que ça marche pas. Et en plus sur leur marché primaire, là où ils étaient forts sur la lecture de la musique, iTunes émerge et s'accapare une grande partie de la musique en digital. Et on se retrouve avec un player moyen, bourré de pubs, qui n'est plus dans l'air du temps. Mais ce qui est surprenant finalement, c'est pas que tous les concurrents aient disparu. C'est pourquoi VLC est encore là, et si c'est le cas, c'est que ce logiciel, il a rien à voir avec les autres. VLC, c'est un paradoxe. Un logiciel utilisé par des milliards de personnes qui n'a presque pas changé depuis 20 ans, au moins en apparence. Toujours la même interface, le même cône orange, les mêmes menus gris. Aucun designer n'y travaille à plein temps, et c'est pas non plus un projet qui va attirer les plus grands créatifs de la planète. Le logiciel, il a plus cette image d'utilitaire fait par des nerds qui sont derrière leurs ordi à coder. D'ailleurs, son design raté, c'est une force quelque part. Quand Apple change régulièrement son esthétique, ce qui va rendre obsolète la version d'avant, VLC, ils ont jamais vraiment changé, ce qui le rend intemporel. Et c'est précisément là que VLC devient fascinant. VLC, c'est souvent vu par certains comme le camp du bien. Des ingénieurs dévoués qui travaillent sur leur temps libre pour proposer le meilleur produit possible gratuitement. Et à côté, on a ces startups qui ont un objectif ultra capitaliste qui peuvent être perçus comme le mal absolu. Et quand on voit certains commentaires sous les interventions de Jean-Baptiste Kempf, on peut se demander si certains ne voient pas en lui une réincarnation de Dieu lui-même. En fait, je pense que ça n'a aucun sens d'opposer les deux modèles. Oui, une startup n'arrivera tout simplement pas à copier VLC, mais à côté, une initiative libre n'arrivera jamais à produire toutes les innovations que les startups peuvent faire.